La canicule de ce jour de juillet rendait l'atmosphère encore plus étouffante. Je me tenais au fond du jardin de mes parents et je regardais mon frère Julien faire griller des merguez et des brochettes au barbecue. Sa femme Sophie déposait soigneusement du taboulé dans les assiettes. Leurs 3 enfants couraient et jouaient sur la pelouse, riant aux éclats en se poursuivant. Ma sœur Chloé était assise sur une chaise de jardin, les yeux rivés sur son téléphone, sans prêter attention à personne. Elle ne levait même pas la tête. C'était le traditionnel barbecue annuel de la famille Martin. Tout le monde répondait toujours présent. C'étaient toujours les mêmes personnes, les mêmes conversations, et cette même sensation d'être silencieusement jugé sans que personne ne le dise à voix haute. J'avais 31 ans, mais aux yeux de ma famille, j'étais toujours celle qui avait raté sa vie. « Camille, tu peux apporter les sauces ?» m'a appelé ma mère, Sylvie, depuis la fenêtre de la cuisine. J'ai répondu par l'affirmative et je suis rentré. J'étais contente de m'éloigner du groupe un instant. À l'intérieur de la cuisine, il faisait plus frais et plus calme. J'ai pris les pots de moutarde de Dijon et de mayonnaise pour les rapporter dehors. Quand je suis revenu, Julien parlait toujours avec fierté. Il racontait à tout le monde sa récente promotion au travail. Chacun l'écoutait attentivement. Il lui souriait et hochait la tête comme s'il était quelqu'un de très important. Sa femme le regardait avec des yeux remplis de fierté. Leur aîné, Mathis, qui avait 12 ans, se tenait à côté de son père comme s'il voulait être exactement comme lui. J'ai posé les sauces sur la table de jardin et j'ai tendu le bras pour prendre une assiette afin de manger. C'est alors que Mathis a soudainement dit à voix haute « Les pauvres mangent en dernier ». Et il s'est mis à rire. Certains des enfants plus jeunes ont ri aussi. Pour eux, cela ressemblait à une blague. Mais les adultes sont devenus silencieux pendant un instant. Quelques personnes ont détourné le regard. Personne ne l'a arrêté. Julien a entendu son fils, mais il n'a rien dit. Il a simplement continué à retourner ses viandes sur la grille en esquissant un léger sourire, comme si ce n'était pas grave. Sophie a ri doucement, comme si c'était amusant. Même mon père m'a regardé une fraction de seconde avant de détourner rapidement les yeux. Je suis resté immobile. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas crié. J'ai regardé Mathis. Il n'avait que 12 ans, et j'ai compris quelque chose d'essentiel à cet instant précis. Il n'avait pas inventé ces mots tout seul. Il les avait appris des gens qui l'entouraient. Les enfants copient les adultes, ils apprennent à traiter les autres en observant. J'ai dit très calmement, d'accord. Puis, j'ai lentement reposé l'assiette. Je ne voulais plus rester là. Je me suis retourné et j'ai marché vers le portail latéral du jardin. Ma sœur Chloé m'a interpellé dans mon dos, ne fais pas ta diva, ce n'est qu'un gamin. Mais je ne lui ai pas répondu. J'ai ouvert le portail de la cour, je suis sorti dans la rue et je l'ai laissé se refermer derrière moi. Je pouvais à nouveau entendre des rires provenir du jardin, comme si de rien n'était. J'ai marché jusqu'à ma voiture et j'ai démarré. Mon appartement en centre-ville était à environ 40 minutes de route de leur banlieue. Le trajet fut silencieux. Je n'ai pas allumé la radio. Je regardais simplement la route. Quand je suis rentré chez moi, je me suis changé et je me suis assise sur mon canapé. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Je n'étais même plus en colère. Je me sentais juste fatigué, comme si j'étais fatigué depuis des années. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père, Laurent. Il avait écrit « L'entreprise a besoin de ton investissement. On peut se parler demain ?» J'ai regardé ce message longuement. L'entreprise familiale s'appelait Martin et Associés. Mon père l'avait bâtie au fil de nombreuses années. Mon frère Julien y travaillait en tant que cadre dirigeant. Ma sœur Chloé travaillait aux ressources humaines. Ils travaillaient tous dans la même boîte, mais moi, jamais. Ils ne m'y avaient jamais fait la moindre place. Ils m'avaient toujours traité comme si je n'étais pas assez importante. Mais ce qu'ils ignoraient était pourtant capital. 3 ans auparavant, l'entreprise était en difficulté. Elle perdait de l'argent. Mon père avait besoin d'aide et il a cherché des investisseurs, des personnes capables d'injecter discrètement des fonds dans la société. À cette époque, j'avais mon propre argent. J'avais épargné et investi judicieusement depuis ma jeunesse. Je n'avais jamais parlé de ma réussite à ma famille. J'avais utilisé une société écran sous un autre nom pour que personne ne sache que c'était moi. Au début,
j'ai investi 800 000 € dans l'entreprise. Plus tard, j'ai ajouté de plus en plus de capitaux. Au total, j'y avais injecté 5 millions d'euros. Petit à petit, j'étais devenu l'un des principaux actionnaires de la société, dont je possédais 37%. Mon père détenait encore 41% des parts. Julien en possédait 15% et Chloé 7%, mais ils n'avaient aucune idée que j'étais l'une des plus grandes propriétaires. Pour eux, j'étais juste Camille, la fille discrète, celle qui ne comptait pas vraiment. J'ai tapé une courte réponse à mon père, plus jamais. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé un message à mon gestionnaire de patrimoine. Il s'appelait Antoine. Il travaillait avec moi et connaissait tous mes placements. J'ai écrit « Vendez toutes mes actions chez Martin et Associés. Commencez immédiatement. Je veux que tout soit liquidé d'ici 30 jours. » J'ai cliqué sur Envoyer. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je suis allé au travail comme d'habitude. Je travaillais dans un petit cabinet de conseil en investissement. Ma famille pensait que c'était un emploi ennuyeux. Ils avaient l'habitude de dire que je n'étais qu'une gratte-papier qui alignait des chiffres. Ils ignoraient que je développais mes propres compétences financières depuis des années et que j'avais brillamment réussi par moi-même. À l'heure du déjeuner, j'ai rallumé mon téléphone. Il était saturé d'appels en absence et de messages. Cet appel de mon père, 4 de Julien, de nombreux messages de ma mère, de ma sœur et même de Sophie. Je n'en ai ouvert aucun. Je les ai tous supprimés. Puis, j'ai appelé Antoine. Il m'a dit, c'est déjà lancé. J'ai contacté leur expert comptable ce matin. Je lui ai expliqué que lorsqu'on possède des parts dans une société, il y a des règles juridiques. L'entreprise avait le droit de préemption pour racheter vos parts, mais ils doivent en payer le prix fort. Il m'a ensuite annoncé une chose importante, mon évaluation indépendante montre que vos 37% valent aujourd'hui environ 11,4 millions d'euros. Je suis resté silencieux un instant. Puis j'ai demandé, est-ce qu'ils savent que c'est moi? Antoine a répondu, oui. J'ai parlé directement à votre père ce matin. J'ai fermé les yeux. Il a poursuivi, il m'a demandé de vous contacter. Je lui ai répondu que vous n'étiez pas disponible. J'ai dit, parfait. Antoine m'a donné plus de détails, la société n'a pas la trésorerie nécessaire pour racheter vos actions. La banque refusera de leur accorder de nouveaux crédits car l'entreprise est déjà trop endettée. Cela signifie qu'ils sont coincés. Ils ne peuvent pas récupérer vos parts facilement, mais ils ne peuvent pas non plus ignorer la situation. J'ai demandé, que vont-ils faire maintenant? Antoine a répondu, ils ont 3 options. Ils peuvent essayer de trouver un autre investisseur, mais cela prend du temps. Ils peuvent solliciter un nouvel emprunt, mais il est peu probable que la banque accepte. Ou bien, ils peuvent trouver un acheteur externe pour vos parts, ce qui signifie qu'un inconnu entrerait au capital de l'entreprise. J'ai demandé, combien de temps cela va-t-il prendre? Il a estimé, peut-être 60 à 90 jours. Puis il a ajouté, et pendant ce temps, vous possédez toujours vos 37%. Ils ne peuvent prendre aucune décision majeure sans votre accord. J'ai rétorqué, assurez-vous qu'ils le comprennent bien. Plus tard dans la soirée, un événement s'est produit. Mon père est venu à mon appartement. Je l'ai vu par le Judas de la porte. Il a frappé. Il a attendu, puis il a frappé de nouveau. Son visage semblait fatigué et inquiet, il paraissait beaucoup plus vieux qu'avant. Il est resté sur le palier pendant 5 minutes, puis il est reparti lentement. Après cela, mon téléphone a recommencé à se remplir de messages. Ma mère a écrit, « S'il te plaît, parle-nous. Cela détruit la famille. » Julien a envoyé, « Tu es en train de tout gâcher. Pense à la boîte. » Chloé a écrit, « Ce n'est pas juste. Nous sommes une famille. » Sophie a ajouté, « Nous devons arranger ça tous ensemble. » Mais je me suis souvenu de cette journée dans le jardin. Je me suis souvenu des rires. Je me suis souvenu que personne n'avait arrêté Mathis. Je n'ai pas répondu. Le 3e jour, Antoine m'a rappelé. Il m'a annoncé, il y a un gros problème pour eux. La banque refuse de les aider à trouver des fonds. Il m'a expliqué que Julien l'avait appelé et semblait très stressé. Julien voulait que j'accepte une somme inférieure pour que la famille puisse retrouver sa tranquillité. J'ai demandé, que lui avez-vous répondu? Antoine a dit, je lui ai répondu qu'un contrat est un contrat. J'ai esquissé un léger sourire,
même si j'essayais de m'en empêcher. Antoine a continué, ils sont à court d'options. Le 5e jour, ma mère s'est présentée à mon travail. La réceptionniste m'a appelé pour me dire « Votre mère est à l'accueil ». Je lui ai ordonné de répondre « Je suis en réunion toute la journée ». Depuis la fenêtre de mon bureau, j'ai vu ma mère assise dans le hall du bâtiment. Elle avait l'air nerveuse et serrait fort son sac à main contre elle. Elle a attendu un long moment. Au bout de 20 minutes, elle est partie. Ce même jour, Julien est venu devant mon immeuble. Il n'est pas entré. Il est resté dehors sur le parking, à faire les 100 pas. Il a passé plusieurs coups de téléphone, puis il s'est assis dans sa voiture en se prenant la tête entre les mains, comme s'il réfléchissait intensément. Il est resté là pendant 3 heures avant de s'en aller. Ce soir-là, Antoine m'a envoyé un email pour me tenir au courant. Il m'informait que la banque principale de l'entreprise familiale avait exigé une réunion d'urgence. La société était désormais dans une situation critique, et tout commençait à s'effondrer pour eux. Le conseiller bancaire voulait comprendre le changement d'actionnariat et les conséquences possibles sur les fonds qu'ils avaient déjà prêtés. La banque s'inquiétait car les banques aiment la sécurité et la stabilité. Lorsqu'une entreprise change soudainement de propriétaire, cela représente un risque pour elle. C'est une procédure habituelle, m'a expliqué Antoine quand je l'ai appelé. Mais ce genre de bouleversement crée toujours de fortes tensions. La banque a prévenu qu'elle n'accorderait aucune nouvelle ligne de crédit tant que la situation ne serait pas stabilisée. Cela a causé un problème majeur pour l'entreprise. En quoi cela les affecte-t-il exactement? Avais-je demandé. Cela les touchait de manière très grave. L'entreprise avait un contrat de location financière qui devait être renouvelé le mois suivant. Ce contrat concernait les machines et les serveurs informatiques qu'ils utilisaient au quotidien. Sans l'accord de la banque, ils devraient soit payer une somme astronomique comptant, soit perdre l'accès à ce matériel vital. Tout leur système informatique reposait sur ces serveurs loués. Sans eux, l'entreprise risquait de ne plus pouvoir fonctionner correctement. Je suis restée silencieuse, en pleine réflexion. C'était un problème de taille. Antoine a continué à parler au téléphone. Il m'a dit avoir également reçu un appel de l'avocate d'affaires de la société, maître Juliette Rousseau. Elle voulait savoir s'il y avait un moyen de résoudre cette crise sans faire entrer de nouveaux actionnaires extérieurs. Elle avait l'air très angoissée. Sa voix trahissait sa peur pour l'avenir de la société. Que lui avez-vous répondu, ai-je demandé à Antoine. Je lui ai dit que la décision de ma cliente était irrévocable, a-t-il déclaré. Cela signifiait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le 10e jour, un autre incident s'est produit. Le plus gros client de l'entreprise a envoyé une lettre officielle. Antoine me l'a immédiatement transférée. Ce client s'appelait Industrie Valmont. C'était une grande entreprise industrielle française. Elle représentait 32% du chiffre d'affaires annuel de Martin et Associés, ce qui en faisait un partenaire extrêmement important. Dans ce courrier, les Industries Valmont exprimaient leur inquiétude. Ils voulaient savoir si ces changements d'actionnaires allaient affecter la qualité des services qu'ils recevaient. Ils se demandaient s'ils devaient maintenir leur contrat ou se tourner vers un concurrent. C'était une situation critique, car perdre ce client porterait un coup fatal à la société. Julien devait être complètement paniqué à ce stade. Le 12e jour, Antoine m'a de nouveau appelé. Il m'a annoncé qu'ils avaient trouvé un acheteur potentiel pour mes parts dans l'entreprise. Il s'agissait d'un fonds d'investissement privé nommé Montaigne Investissement. Il proposait 10,8 millions d'euros pour mes actions. C'était un peu moins que ce que nous avions estimé au départ, mais cela restait une somme considérable. Le fonds Montaigne exigeait également une condition de taille, il voulait 2 sièges au conseil d'administration. J'ai demandé, qu'est-ce que cela signifie pour Martin et Associés? Antoine a expliqué calmement, cela veut dire que votre père et votre frère n'auront plus le contrôle total de l'entreprise. Ils devront partager le pouvoir avec des investisseurs externes. Les décisions stratégiques nécessiteront l'approbation du conseil. Le fonds Montaigne va également tout vérifier à la loupe. Ils exigeront des bilans tous les trimestres pour s'assurer de la bonne marche de la société. Ils pourraient même restructurer l'organisation pour la rendre plus rentable. Cela annonçait des bouleversements majeurs. Puis, j'ai posé des questions sur ma famille. Laurent Martin a demandé si je pouvais revenir sur ma décision, m'a confié Antoine. Il a dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé lors du barbecue. Il a précisé que c'était un message pour vous.
Oui, ai-je murmuré. Sa voix semblait pleine d'émotion. Je suis resté silencieuse pendant un long moment après cet appel. Les mots désolé pour le barbecue résonnaient dans mon esprit. Ils donnaient l'impression de parler d'un incident mineur, mais ce n'était pas le cas. C'était l'aboutissement de nombreuses années de douleurs et de blessures refoulées. Le 15e jour, un événement inattendu s'est produit. J'étais assise à la terrasse d'un café près de mon bureau. C'était une journée ordinaire et je n'attendais personne. Soudain, Chloé est entrée et s'est assise juste en face de moi. Je ne l'avais même pas vue arriver. Elle avait l'air bouleversée et ses yeux étaient rouges. « Tu es en train de détruire l'héritage de papa » a-t-elle lancé d'emblée, la voix tranchante et chargée d'émotion. « Ça n'a rien à voir avec Mathis » a-t-elle ajouté précipitamment. Je l'ai regardée sans prononcer un mot pendant un instant. Puis j'ai répliqué, « Ça n'a rien à voir avec l'argent, non plus. » Elle m'a regardé avec incompréhension. « Alors de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle demandé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, « Pense à toutes les réunions de famille de ces 10 dernières années. Chaque dîner, chaque Noël, chaque barbecue. Maintenant, compte le nombre de fois où l'on s'est moqué de mon travail, de mon appartement et de mes choix de vie. Compte le nombre de fois où tu as ri avec eux, où tu as gardé le silence, ou bien où tu m'as dit que j'étais trop susceptible. » Chloé a essayé de se défendre. « Ce n'était que des blagues » a-t-elle bredouillé doucement. J'ai secoué la tête. « Vous faisiez des blagues » ai-je affirmé, mais moi, j'étais blessé. Ces mots étaient simples, mais d'une lourdeur écrasante. Le visage de Chloé s'est décomposé, laissant place au choc et au doute. « Ça va ruiner papa » a-t-elle plaidé. « Cette entreprise, c'est toute sa vie. » Je l'ai regardé avec le plus grand des calmes. Il aurait dû y penser avant d'enseigner à son petit-fils que certains membres de la famille ont moins de valeur que d'autres. Chloé n'a rien ajouté après cela. Elle s'est levée et a quitté le café en silence. Le 28e jour, tout était bouclé. L'accord avec Montaigne Investissement a été officiellement signé. J'ai reçu 10,8 millions d'euros sur mon compte bancaire. C'était une somme d'argent astronomique, mais je ne ressentais aucune euphorie. J'avais simplement l'impression que quelque chose d'important venait de s'achever. Antoine m'a envoyé les documents finaux accompagnés d'un court message, « Séparation nette effectuée ». Désormais, l'entreprise comptait 2 nouveaux membres au conseil d'administration, issus du fonds Montaigne. Ils allaient co-gérer la société et participer aux décisions. 3 jours plus tard, la première réunion du conseil a eu lieu. Antoine m'en a fait le compte-rendu grâce à ses contacts en interne. Les 2 nouveaux administrateurs s'appelaient Inès Leroy et Thomas Dubois. Ils étaient venus très bien préparés, avec une multitude de questions. Ils ont exigé de consulter les bilans comptables des 5 dernières années ainsi que les évaluations du personnel. Ils ont demandé pourquoi certains employés étaient mieux rémunérés que d'autres et ont décortiqué chaque département de la société. Mon père a tenté de justifier l'organisation en évoquant l'historique de la boîte et les relations humaines. Il a rappelé ses nombreuses années de travail et la façon dont l'entreprise s'était développée. Inès a écouté poliment avant de poser une question très frontale, pourquoi les bénéfices avaient-ils chuté de 3% en 2 ans, alors même que le chiffre d'affaires augmentait? Julien a essayé de défendre leur stratégie de croissance, mais Thomas a enchaîné avec une autre question, pourquoi avoir ouvert de nouvelles agences dans des régions peu rentables, alors que leur marché principal offrait encore des perspectives d'évolution? Il n'y avait aucune réponse facile à donner. Le département des ressources humaines géré par Chloé a également été passé au crible. Les investisseurs ont vérifié les effectifs et ont demandé pourquoi une PME avait besoin d'autant de personnel au RH. Ils l'ont interrogé sur le taux de rotation des employés. Chloé a essayé de répondre, mais elle a perdu ses moyens sous l'effet du stress. La réunion a duré 4 heures. Ce fut un échange long et particulièrement tendu. À la fin de l'assemblée, Inès a exposé la marche à suivre. L'entreprise ferait désormais l'objet de rapports d'activité réguliers. L'équipe dirigeante devait impérativement gagner en efficacité, ce qui impliquait que certains postes ou fonctions pourraient être modifiés. Les mots restructuration potentielle ont jeté un froid glacial dans la salle. Après cette réunion, j'ai appris par la famille que Julien avait fondu en larmes sur le parking de la société. Sa femme avait dû prendre le volant pour le ramener chez eux. Mon père est resté mutique pendant des jours. Il s'asseyait simplement dans son bureau, fixant des dossiers sans prononcer un mot. L'entreprise continuera d'exister, m'avait rassuré Antoine.
Le fonds Montaigne excelle pour redresser des sociétés et les consolider, mais elle n'aura plus jamais l'âme d'une entreprise familiale. Ce sera une société classique dirigée par de multiples actionnaires. Désormais, mon père devra justifier chacun de ses actes tous les trimestres devant des financiers qui ne se soucient que des résultats et de la rentabilité, et non de l'histoire familiale. Je ne m'en réjouissais pas et je n'en tirais aucune fierté. Je ressentais seulement une paix intérieure profonde, comme si les choses avaient enfin retrouvé leur juste place. 3 mois après le barbecue, j'ai reçu une lettre par la poste, rédigée à la main. Elle venait de mon père. Dans cette lettre, on pouvait lire « Camille, je comprends enfin ce que nous avons fait. J'ai appris à mes enfants et à mes petits-enfants que certaines personnes avaient plus d'importance que d'autres. Je leur ai fait croire que certains méritaient moins de respect. Je suis désolé d'avoir dû tout perdre pour m'en rendre compte. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que j'ai compris la leçon. L'entreprise va perdurer, mais j'ai perdu ma fille et c'est uniquement de ma faute. J'espère que tu trouveras la paix. » J'ai lu cette lettre lentement. Je n'ai pas pleuré ni souri, je me suis simplement senti apaisé. J'ai rangé la lettre dans un tiroir et je n'ai pas répondu. 6 mois plus tard, j'ai reçu un message de Mathis sur les réseaux sociaux. Il avait désormais 13 ans. Il disait simplement « Je suis désolé ». J'ai longuement fixé l'écran. J'ai pensé au fait qu'il n'était qu'un enfant en train de découvrir la vie et ses propres erreurs. Je n'ai pas écrit « Je te pardonne » ni « Je te rejette ». J'ai seulement répondu « Merci de l'avoir dit ». Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas le début d'une réconciliation. C'était juste la reconnaissance que les mots ont un poids, et que les gens peuvent parfois commencer à réaliser leurs torts. Après cela, je ne suis plus jamais retourné aux barbecues familiaux. Mais parfois, le soir, il m'arrivait de repenser à tout ça. Je repensais à ce qu'Antoine m'avait dit un jour sur les règles du monde des affaires. Dans le business, tout repose sur des accords clairs, sur l'équité et sur la responsabilité, et pas seulement sur les liens du sang ou la loyauté aveugle. C'était peut-être la leçon que je devais retenir. Peut-être avais-je passé trop d'années à essayer de m'intégrer dans un modèle familial qui ne me traitait pas avec justice. Finalement, j'ai cessé de payer ce lourd tribut émotionnel. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti libre.